Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne Astro Nature 49. Comme chaque mois, nous vous présentons les éphémérides du ciel. Et au programme de ce mois de juillet, dès le 3, la Terre atteindra son aphélie. Et le même jour, nous pourrons admirer le rapprochement entre la Lune et Spica, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Vierge. Plus tard dans le mois, la planète naine Pluton sera en opposition. Et enfin, le 29 sera marqué par le pic d'activité des delta aquarides. Alors, comme chaque mois, je suis en compagnie de Robin et de Mathieu, deux astronomes amateurs qui vont pouvoir donc nous présenter et nous détailler ces événements. Et sans plus tarder, nous allons commencer par ce premier événement qui a lieu le 3 juillet. Il s'agit donc de la Terre qui est à son aphélie, donc le point de son orbite le plus éloigné du Soleil. Et donc, je vais laisser Robin nous en parler. Oui, alors le 3 juillet, mais c'est pas forcément super flagrant à voir à l'œil nu. C'est-à-dire qu'en fait, la Terre, elle orbite autour du Soleil, et comme elle orbite, en fait, elle n'a pas une orbite parfaitement circulaire. D'ailleurs, enfin, c'est relativement compliqué pour les systèmes planétaires qui orbitent de façon, entre guillemets, naturelle autour de leur Soleil, d'avoir une orbite parfaitement circulaire. Ça va être possible, par exemple, pour les satellites, où là, on va vraiment contrôler leur orbite. Là, on va pouvoir avoir des orbites relativement et quasiment circulaires, ce qui n'est pas le cas naturellement avec la Terre. Alors, même si elle a une orbite presque circulaire, on dit qu'elle a une orbite elliptique, même si c'est très restreint. Et en fait, dans une ellipse, que ce soit pour un satellite ou même la Terre, il y a un moment donné où l'astre ou l'objet qui est satellisé va atteindre un point culminant. Ça, on peut appeler ça l'apogée ou bien l'aphélie. Euh, Quand elle arrive au point le plus bas, c'est le périhélie. Donc voilà. Et en fait, comme c'est une ellipse, il y a un endroit où elle va être plus éloignée. Alors c'est la loi des airs en fait, qui dit que quand un astre est éloigné, sa vitesse est minimale. Donc en l'occurrence, vu que la Terre sera à son aphélie, au point le plus éloigné du Soleil, elle aura une vitesse minimale. Alors forcément, ça va pas forcément se ressentir, nous, terriens sur Terre, et puis même visuellement, concrètement, on va avoir du mal à le voir. Mais on arrive quand même à le percevoir. Par exemple, si vous observez directement, si vous avez l'habitude de faire de l'observation solaire, par exemple, vous pourrez constater euh, une, euh, une très très légère, mais très 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 légère diminution du diamètre apparent du Soleil. Alors ça va être difficile, sincèrement, de le voir à l'œil nu, mais si vous avez l'habitude de faire de la photo solaire, comme c'est par exemple le cas de Mathieu, notre astronome qui est aussi présent dans ce podcast, eh ben, il va pouvoir le voir en comparant les deux images. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez tenter si vous avez le matériel nécessaire pour faire de la photographie solaire. Exactement, merci Robin pour ces explications et pour ces conseils que tu as pu nous donner. Nous poursuivons maintenant avec cet événement qui a lieu le même jour, donc toujours le 3 juillet, et il s'agit donc du rapprochement entre notre satellite la Lune et l'étoile Spica. Alors que peut-on dire sur ce rapprochement, Mathieu? Oui, alors on peut commencer par définir un petit peu le contexte. Cette observation va se réaliser surtout dans le ciel du soir, donc au crépuscule, quelque temps après le coucher du soleil. Les deux astres vont se trouver assez bas sur l'horizon sud-ouest, en fait. Alors, on a tout d'abord un quartier de lune dont la phase va tourner autour de 60%, qui sera couronné par la principale étoile de la Vierge. C'est la fameuse étoile Spica. Alors parlons un petit peu de la Lune tout d'abord. Visible sur le terminateur lunaire, quelques sites d'observation très intéressantes, comme par exemple
le cratère Archimède. Vous avez également le trio Ptolémée, Alphonse, Arzakel, qui sont toujours très intéressants à observer, mais aussi photogéniques. Et puis évidemment, vous avez le fameux mur droit que l'on montre toujours et qui est toujours impressionnant à observer pour les néophytes. Alors du côté de Spica, c'est une étoile normale. Donc lorsque vous l'observez avec un instrument d'astronomie, en fait, ça ne présente pas beaucoup plus d'intérêt qu'à l'œil nu. Ça reste un point lumineux. La seule chose que vous pourrez peut-être remarquer, c'est la couleur. Toutes les étoiles n'ont pas la même couleur. Et Spica a une teinte qui tire plutôt vers le blanc bleuté. Alors Spica, c'est quoi? En fait, c'est une géante bleue de première magnitude, donc une grosse étoile, moyennement brillante, on va dire. C'est la 15e étoile la plus brillante du ciel nocturne. Voilà. Mais en fait, de géante bleue, c'est plus exactement un système binaire, composé donc de deux étoiles qui ont toutes les deux le même type spectral, le type spectral B, ce qui signifie qu'en fait, ce sont deux étoiles de masse et de luminosité approximativement équivalentes. Voilà. Leur particularité au niveau des propriétés physiques, c'est qu'en fait, elles se trouvent tellement proches l'une de l'autre qu'elles ont une force d'attraction mutuelle tellement importante qui les influence tellement l'une l'autre que, bon, vous connaissez tous le Soleil, vous l'avez peut-être même déjà observé, quand on le représente comme un disque parfaitement rond, ou presque parfaitement rond. Voilà. Là, ces deux étoiles donc, qui composent ce que l'on voit de Spica, eh bien en fait, si on était capable de les séparer, d'avoir une résolution suffisante avec un instrument d'optique pour les voir toutes les deux, eh bien en fait, on verrait que ce ne seraient pas des disques parfaitement ronds, mais en fait des œufs, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, les étoiles sont écrasées par leur propre force gravitationnelle, mais aussi par leur rotation, la rotation qui, sur elle-même qui génère effectivement cet étirement au niveau de l'équateur. Voilà. Donc, ce type d'astre n'est pas forcément intéressant à l'observation, n'est pas forcément intéressant non plus à la photographie pris isolément parlant. Évidemment, si on ajoute un petit contexte, un petit fond, un petit arrière-plan, ça peut être sympa, notamment si on fait de la photographie grand champ. Ce qui peut être intéressant, par contre, éventuellement, c'est de faire de la spectrographie pour ceux qui font de la spectroscopie sur ce type d'astres. Les étoiles sont des astres très appropriés pour la spectroscopie. Alors, je ne suis pas un amateur de spectro, donc je ne pourrais pas forcément vous parler de ce que l'on peut faire, de ce qu'on peut voir en spectro sur ces étoiles. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des étoiles qui sont différentes, non seulement par leur masse et leur luminosité du Soleil. Et donc, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble le spectre du Soleil, eh bien, en fait, il faut comprendre que ce type d'étoile a un spectre qui est complètement différent. Voilà. Et en fait, quand vous avancez comme ça d'une étoile à une autre en spectroscopie, vous vous rendez compte que chaque étoile est unique. C'est le spectre d'une étoile, en fait, c'est quelque part l'ADN d'une étoile, c'est la carte d'identité d'une étoile, ce qui va vous permettre de définir sa composition, mais également d'autres paramètres physiques de ces étoiles. Voilà. Donc, en photographie, il est intéressant avec un appareil photo, voilà, avec un grand angle au format PSC, de pouvoir prendre peut-être un avant-plan et puis cet arrière-plan nocturne avec la lune, bien sûr, et puis l'étoile Spica. Le tout, après, en traitement, va être de jouer sur la HDR pour faire ressortir effectivement le fond étoilé face à une lune qui aura tendance à saturer un petit peu le capteur. Et là, c'est déjà un premier défi, mais qui est peut-être un peu plus accessible que la spectroscopie, en tout cas pour les débutants.
et ceux qui ont peu de matériel. C'est ça. Donc voilà, une observation à tenter et puis à tenter aussi en photographie. Merci donc pour toutes ces indications. Et nous passons maintenant à ce troisième événement dont nous vous parlons ce mois-ci. C'est le 25 juillet où il y aura donc l'opposition de la planète naine Pluton. Alors, eh bien, quelle observation va-t-on pouvoir effectuer, Robin? Alors Pluton est une petite planète finalement. Pour situer un petit peu le contexte, Pluton, c'est une planète naine. Et pour la positionner, alors si vous ne la connaissez pas lors des planètes par cœur, Pluton, c'est une planète qui est vraiment très très loin, très éloignée en fait du Soleil. Et en plus, c'est une planète naine. Donc vous allez comprendre que de façon assez intuitive, c'est pas forcément une planète très très simple à observer parce qu'elle est petite et très éloignée, donc peu lumineuse. Alors le 25 juillet, on a déjà eu l'occasion de parler d'opposition de différents astres. L'opposition, on aura l'opposition de Pluton, c'est-à-dire que elle sera située à l'exact opposé du Soleil par rapport à la Terre. Donc en fait, on pourra vraiment tirer une ligne droite absolument parfaite entre ces trois astres. Alors bon, ça dépendra évidemment de l'heure à laquelle on l'observe, mais globalement, ça sera aussi la meilleure période, le meilleur moment pour l'observer parce que ça sera le moment où Pluton sera le plus haut dans le ciel. Donc, sachant que c'est une planète pas facile à observer, bah, peut-être que c'est l'occasion de se lancer au défi pour l'observer ou même la photographier. Alors, j'ai parlé de luminosité. Pluton, elle a une magnitude d'environ 14. Donc, vraiment, si vous la voyez à l'œil nu, bonne chance, parce que c'est très compliqué avec cette magnitude-là d'observer Pluton à l'œil nu. Ça sera accessible avec un télescope, mais il faudra vraiment un télescope avec un diamètre suffisamment important, parce que plus le diamètre sera important, plus ça sera facile. À partir de 200 millimètres, on va dire que c'est possible de voir Pluton. Alors après, ça dépend aussi de notre vue, notre âge, évidemment. Forcément, hein, si on est plus jeune, ça sera plus facile d'observer la planète, parce qu'on aura certainement des yeux qui sont beaucoup plus sensibles à la lumière. Elle est très difficile à voir. Donc déjà, vous aurez du mal à la voir en observation visuelle. Alors n'imaginez même pas l'observer dans votre chercheur de télescope. Ça va être vraiment compliqué et vous n'arriverez certainement pas à la voir dans votre chercheur, même s'il a un diamètre suffisamment important. Alors, l'astuce, ça sera vraiment de potasser un petit peu le schéma un petit peu avant et d'essayer de repérer des constellations, peut-être dans le chercheur, ou même des configurations d'étoiles là où sera Pluton pour pouvoir essayer de la repérer. Une fois que vous l'avez placée à peu près dans le chercheur, vous pourrez évidemment mettre l'œil à l'oculaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur une carte du ciel euh, pour, euh, pour vraiment discerner et trouver Pluton, parce que vraiment, c'est un astre compliqué à observer. Donc, je vais parler un petit peu de Pluton parce que c'est une planète qui a eu un petit peu de mésaventure ou qui a fait un petit peu polémique et débat. En fait, Pluton, c'est une planète qui est aujourd'hui considérée comme une planète naine. Elle a été rétrogradée à ce rang-là de planète naine à partir de 2006. Et avant, on l'a considérée comme une planète. Mais en réalité, les scientifiques ont rétrogradé Pluton parce que elle ne correspondait pas vraiment à ce qu'on entend d'une planète, parce que d'une part, elle a un diamètre très petit, très restreint. Alors, on s'entend, hein, il y a certaines planètes qui sont quand même plus petites que la Terre, hein, mais Pluton a vraiment un diamètre très très petit. Elle fait un diamètre d'environ 2300 km, ce qui est plus petit que la Lune. Donc voilà, c'est encore plus petit qu'un astre comme notre propre satellite naturel. Donc voilà, on comprendra que la Lune, c'est pas considéré comme une planète. Donc, de ce fait, Pluton, on ne la considère pas comme une planète, mais aussi pour une autre raison. On sait très bien que les planètes sont sur le même plan, elles orbitent sur un même plan, quasiment, hein, qui forme un plan quasiment parfait. On appelle ça le plan de l'écliptique. Eh bien, Pluton, elle est complètement désaxée par rapport à ce plan et elle n'est pas du tout sur le plan de l'écliptique
qui définit pourtant les planètes. Et en plus, elle est située dans la ceinture de Kuiper, donc c'est une ceinture d'astéroïdes. Et finalement, Pluton, c'est une planète naine. On va presque considérer ça comme un très très gros astéroïde. On s'entend, hein, ça reste quand même assez conséquent, 2300 km de diamètre. Mais voilà plusieurs raisons qui ont fait que Pluton n'est pas considéré aujourd'hui comme une planète. Alors voilà, je vais parler un petit peu de l'observation, mais si on s'intéresse à l'astrophotographie, ça sera plus simple de la photographier parce que nos capteurs numériques sont beaucoup plus sensibles que nos yeux. Bon, ça sera pareil, ça sera pas forcément simple à repérer comme planète, même en photographie. Mais l'astuce, alors si vous avez un champ d'image relativement grand, vous pouvez prendre une succession de photos au même endroit et les comparer par une méthode qui s'appelle la méthode du blink pour détecter le moment. Enfin, vous prenez plusieurs photos comme ça, peut-être jour après jour, pour voir le moment où il y a un point qui se déplace entre chaque photo. Et s'il y a un point qui se déplace, c'est un astre qui est à l'intérieur de notre propre système solaire qui s'est déplacé. Alors, peut-être que vous avez trouvé un astéroïde, mais certainement, si vous pointez dans la bonne direction, vous aurez la possibilité de voir et de repérer Pluton de cette façon. Voilà, donc c'est le meilleur moment, ce sera le meilleur moment, et bien sûr, pour tenter d'observer cette planète naine, Pluton. Nous passons maintenant à ce dernier événement qui a lieu à la fin du mois, le 29, et il s'agit en fait du maximum de pic d'activité des deltas aquarides. Alors Mathieu, que peut-on dire sur cette pluie d'étoiles filantes? Oui, ah ben, en fait, c'est un essaim de météores qui est visible de la mi-juillet à la mi-août. Hmm. Alors, pourquoi delta aquaride? Eh bien, tout simplement parce que le radian, c'est-à-dire le point d'où semblent provenir les étoiles filantes, se trouve dans la constellation du Verseau. Verseau, aquaride, voilà, on trouve la relation dans ce terme. Mais plus précisément près de Delta Aquarii, qui est l'une des étoiles en fait les plus brillantes de cette constellation. Donc là, vous comprenez beaucoup mieux pourquoi on surnomme cet essaim de météores les Delta Aquarides. Alors, on s'attend à un taux horaire zénital moyen de l'ordre de 15 à 20. Taux horaire zénital moyen, dans ce mot, en fait, vous avez le mot zénith. Ça veut dire qu'en fait, c'est une estimation qui se base sur le fait que les étoiles filantes proviennent du zénith, ou sont visibles au zénith. Le problème, c'est que le Verseau, c'est une constellation qui se trouve toujours très bas dans notre ciel de l'hémisphère nord. Donc, évidemment, cette valeur de 15 à 20 doit être revue un petit peu à la baisse. Voilà. En plus de ça, les conditions ne sont pas toujours évidentes, surtout en France métropolitaine. Ça sera observé peu avant l'aube. La constellation n'est pas très 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 haute. Elle est encore moins haute que la normale dans le ciel. Donc évidemment, les 15 à 20 météores par heure, on peut en retirer la moitié, si ce n'est pas plus, très concrètement. Alors, c'est à observer plutôt peu avant l'aube, pour ceux qui restent encore des courageux que je n'ai pas effrayés. Voilà. En ce qui concerne la Lune, eh bien, elle n'en sera pas encore à son premier quartier. Le premier quartier, vous le savez, ça rime avec visibilité de la Lune le soir. Génial. Ça veut dire que, puisqu'on doit observer plus tôt le matin, eh bien, la Lune ne présentera aucune gêne de ce côté. Donc, encore un petit point positif, si je puis dire. Et puis voilà, bon, pour la petite histoire, en fait, bon, on ne connaît pas le corps céleste, parce que vous savez qu'à chaque essaim météoritique, on associe souvent un corps céleste, voilà, par exemple une comète, un astéroïde ou autre, qui aurait laissé derrière lui une traînée de poussière et de petits cailloux, de petits grains. Ce sont ces petits grains, ces petites poussières qui finalement, en croisant l'orbite de la Terre, vont venir brûler dans l'atmosphère terrestre et créer effectivement ces traînées lumineuses que vous observez dans le ciel. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine
de l'essaim des deltas aquarides, on ne sait pas trop en fait. On n'a pas de candidat avéré. On a éventuellement un candidat potentiel, la comète 96P Machols, qui est un suspect, mais ce n'est pas le coupable. Ça reste un suspect à l'heure actuelle. Les analyses n'ont pas encore prouvé que c'était le corps parent de cet essaim météoritique. Alors, il faut savoir que les deltas aquarides se divisent en deux catégories. Les deltas aquarides nord, les deltas aquarides sud. Bon, là, on parle plutôt des deltas aquarides sud, hein, le 29 juillet. Les deltas aquarides nord se produiront plutôt début août, sont clairement moins intéressants que les deltas aquarides du sud. Voilà, bon. Dans les deux cas, si vous vous trouvez au niveau de l'équateur ou mieux du côté de l'hémisphère sud, l'observation n'en sera que plus belle. Voilà, donc une observation là aussi à tenter en fin de mois et en début de mois prochain. Merci donc pour les détails que vous avez pu nous donner sur ces événements. Et nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit en fait des pépites du mois. Et ce mois-ci, eh bien, Robin, tu as choisi notamment de nous présenter un site internet. Donc, eh bien, je te laisse une minute pour nous le présenter. Et oui, je vais parler d'un site internet. Peut-être que si vous êtes un astrophotographe ou même un astronome averti, peut-être que vous le connaissez. Mais voilà, je souhaite vous partager cette découverte à ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vais parler du site internet qui s'appelle Telescopius. Telescopius comme télescope et qui finit par un plus. Telescopius, Telescopius. En fait, c'est un site internet qui est complètement gratuit sur lequel vous pouvez aller. Alors, il est plutôt en anglais, donc essayez d'être à l'aise. Enfin, si vous avez si vous êtes à l'aise en anglais, ça sera certainement un plus. Mais bon, vous pouvez quand même vous débrouiller si vous ne parlez pas très bien anglais. En fait, c'est un site internet qui vous permet de planifier vos observations et vos astrophotos. Alors, ça regroupe tout et rien. Il y a une partie réseau social entre guillemets, sur laquelle les gens peuvent publier leurs photos, leurs observations. Et il y a toute une partie planification dans laquelle on pourra pouvoir simuler un peu de quels objets seront visibles cette nuit, un petit peu une partie aussi météo. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est pas forcément le plus complet, mais c'est un site internet qui regroupe plein de choses. Voilà, ça va vous permettre de simuler aussi vos cadrages d'images en fonction de la taille des cibles, planifier aussi les horaires à laquelle les cibles vont être présentes. Vous allez pouvoir tout de suite, comme ça, d'un seul coup d'œil, si vous avez envie de photographier une cible, vous allez tout de suite voir d'un seul coup d'œil que cette cible-là est bien à photographier ou pas bien à photographier. Il y a des sortes de petits graphiques qui vous représentent la position en degrés de cet astre. Et donc, bah, le site internet va vous classer et filtrer différentes cibles qui sera les plus opportuns par rapport à votre matériel, à vos critères de choix. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qui est visible en ce moment, en fonction de votre position géographique, en fonction de la météo, et ça peut vous aider à trouver des cibles. Alors, bon, il va y avoir forcément les cibles les plus courantes, hein, et les plus visibles, les plus lumineuses. Mais si vous cherchez un petit peu de piquant lorsque vous faites de l'astrophotographie, cherchez peut-être des galaxies pas très lumineuses, des nébuleuses très petites, eh ben, vous pouvez essayer de vous intéresser à ce site-là et ça va vous permettre de les trouver. Merci beaucoup, Robin, de nous avoir présenté ce site et puis peut-être de l'avoir fait connaître à certains de nos auditeurs. Merci. Alors, nous allons, avant de clôturer notre émission, eh bien, nous allons vous présenter comme chaque mois une photo. Ce mois-ci, eh bien, nous avons choisi de vous montrer une photo du soleil, donc prise par notre astronome amateur Mathieu. Lors des événements Euroastro auxquels il a pu participer en début de mois dernier, et bien voilà, il a pu sortir cette magnifique image du soleil prise avec un Heliostar 76 mm H-alpha de chez Skywatcher. Donc je vous laisse admirer cette magnifique photo du soleil.
Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis une fois de plus pour ces éphémérides du mois de juillet. Et on vous donne rendez-vous bien sûr pour le mois prochain pour de nouveaux éphémérides, de nouveaux événements. Et en attendant, eh bien, on vous souhaite un bon ciel à toutes et à tous.